Vous êtes né à Trinidad. À 18 ans, vous avez décidé de quitter l'île pour venir vous installer au Canada. Vous avez choisi Toronto. Pourquoi d'abord est-ce que vous avez quitté Trinidad et pourquoi est-ce que vous avez choisi Toronto? Parce qu'on pourrait penser que, je ne sais pas, les États-Unis, l'Angleterre, ça aurait été des choix plus naturels. Surtout que votre oncle, l'écrivain V.S. Naipaul, vivait déjà en Angleterre à ce moment-là. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le Canada? Bon, j'ai choisi le Canada à cause de mon oncle, en effet. C'est lui qui m'avait conseillé à un moment donné De ne pas le suivre. de ne pas le suivre en Angleterre, parce que déjà à l'époque, l'Angleterre souffrait économiquement. Comme il avait expliqué, il n'y avait pas vraiment de possibilité de bâtir une nouvelle vie là-bas à cause de l'économie. Les États-Unis, dans sa vision, étaient beaucoup trop grandes, beaucoup trop... c'était une société qui serait capable de m'avaler, comme c'est le mot qu'il avait utilisé. Et la raison qu'il avait cette idée-là, c'est que moi, j'étais très jeune à l'époque, j'avais 18 ans. Je partais de chez moi pour la première fois de ma vie, tout seul. Alors, il a suggéré que le Canada, c'était un bon compromis entre les États-Unis et l'Angleterre. Et je pense qu'il avait raison. Mais pourquoi est-ce que vous avez quitté Trinidad? J'ai toujours voulu quitter Trinidad. Vous savez, quand j'étais jeune, je ne me sentais jamais chez moi à Trinidad. J'étais né là. Et au sein de famille, j'étais confortable. Mais dans la société en général, il y avait des tensions qui me dérangeaient, qui m'inquiétaient. Vous savez, par exemple, à l'école, moi j'avais des amis qui étaient de toute race, des Blancs, des Noirs, des Indiens, des Hindous, des musulmans, des gens de partout, des Chinois. Mais on savait, bien, malgré le fait qu'on ne le disait pas ouvertement, on savait qu'on n'avait pas le droit, par exemple, nous autres comme Indiens, d'inviter nos amis noirs chez nous. Alors, il y avait des divisions raciales dans la société. Il y avait aussi des divisions religieuses. Par exemple, je savais que ma famille était hindoue. Ma grand-mère détestait les musulmans. Et elle le disait ouvertement. Alors, c'est une division qui remonte à l'Inde. Il y avait aussi toutes sortes de problèmes. On avait le droit de vivre seulement dans sa famille. Mais le reste de la société, c'était décevant. Surtout pour un jeune homme qui avait, j'imagine, un certain idéalisme. Alors, j'avais hâte de partir de Trinidad. Je ne pouvais pas trouver les livres que je voulais lire. Les films qu'on lisait dans Time Magazine, par exemple, ils décrivaient des films européens qu'on ne verrait jamais à Trinidad. Alors, je voulais avoir toutes ces choses-là. Quand j'avais 18 ans, il était temps de partir pour aller à l'université. Moi, j'avais hâte. J'avais hâte. Mais c'était quand même assez étonnant parce que vous ne vous êtes jamais senti chez vous à Trinidad. Non. Vous êtes né là, vos parents sont nés là, vos grands-parents sont nés à Trinidad, ce sont vos arrière-grands-parents qui ont quitté l'Inde pour aller s'établir là-bas. C'est quand même assez étonnant qu'il n'y ait pas de sentiment d'appartenance parce que votre mère, qui avait voyagé partout à travers le monde, elle se sentait chez elle à Trinidad. Elle n'a pas réussi à vous transmettre ça malgré les problèmes qu'il y avait dans la société. Vous auriez pu avoir un sentiment d'appartenance. Vous savez, cette idée d'appartenance est très individuelle aussi. Il y avait le contexte familial, il faut le dire aussi. Mes oncles, mes tantes, cette génération-là, c'était des gens qui étaient déjà partis pour l'étranger. Ils avaient fait leurs études aux États-Unis, en Angleterre surtout. Alors, l'idée de partir, ce n'était pas nouveau. Vous racontez aussi qu'après un an d'études à Toronto, vous êtes retourné voir la famille, les amis, les parents, tout ça là-bas, et vous aviez juste une idée en tête, c'était de rentrer à Toronto. Parce qu'à Toronto, vous pouviez être vous-même. En quoi est-ce que vous étiez différent, vous, personnellement, à Toronto et là-bas? La différence, c'était j'ai très vite trouvé à Toronto la liberté dont je rêvais. Par exemple, une fois à Toronto, j'ai très vite trouvé que j'étais capable de faire des amis. J'ai très vite fait des amis. Pour la première fois de ma vie, je me sentais chez moi, bien dans ma peau. Alors là, enfin, j'avais tous les livres, tous les films, tout ce qu'il me fallait. Et cette nouvelle liberté, la liberté de vivre seul, ça m'attirait beaucoup. Alors, après un an, quand je suis retourné à Trinidad pour voir mes parents, j'ai très vite découvert aussi que moi, j'avais beaucoup changé et que mes amis de là-bas n'avaient pas changé. Eux autres, ils parlaient des mêmes choses, les mêmes sujets les intéressaient, les mêmes idées de politique de Trinidad les intéressaient. C'était des choses qui ne m'intéressaient plus du tout. Alors, après 2 semaines, je pense que la visite était prévue pour 6 semaines, quelque chose comme ça. Après 2 semaines, j'avais hâte de retourner à Toronto, de retrouver en effet cette liberté que j'avais découverte. Parce qu'il y a une chose qui vous caractérise, je pense, c'est la quête de la liberté individuelle. Parce que quand vous êtes, le premier pas que vous avez foulé, je veux dire, la première fois que vous êtes arrivé en sol canadien, vous avez essayé,
vous avez continué à faire ça depuis, de fuir tous les groupes, toutes les associations liées Ouais. à l'ethnicité, à la culture. Par exemple, à l'université, dans la cafétéria, il y avait des tables où on retrouvait des gens des Caraïbes, des gens des Antilles, des gens d'Asie. Vous ne vouliez surtout pas aller vous asseoir avec les gens qui venaient du même endroit que vous. Pourquoi est-ce que c'est si viscéral, c'est si fort? Ça? Parce que d'une façon, on peut dire que moi, je m'étais échappé de Trinidad. Alors, une fois arrivé à Toronto, je n'avais pas l'envie de me retrouver encore une fois dans ce petit milieu trinidadien. Non plus dans les autres milieux, des associations pour les Noirs, pour les gens du tiers-monde, tout ça. Ce que je voulais faire, c'était mon propre chemin, tout simplement. Pour vous, une association, c'est presque toujours un ghetto. Oui, parce qu'une association impose des règles sur l'individu. Et pour moi, la liberté, c'est de pouvoir accepter des règles et d'ignorer les règles qu'on n'aime pas, d'avoir la liberté de dire non. Alors, ça, c'est une grande liberté de dire non. C'est venu comment, l'idée d'être écrivain? À cause de mon oncle, encore une fois. Quand j'étais jeune, c'est ma mère qui m'a donné le goût de lire. Elle lisait énormément. Alors, j'ai toujours adoré les livres et la lecture. Et à Trinidad, les possibilités pour le futur, pour une profession, étaient très limitées. Je pouvais être médecin, avocat, homme d'affaires. C'était des choses qui ne m'attiraient pas du tout. Et à l'âge de 9 ou 10 ans, un jour, je m'en souviens très clairement, j'ai remarqué que sur la bibliothèque de ma mère, il y avait les livres de son frère, mon oncle. Et tout d'un coup, c'était vraiment comme un flash. Je me suis rendu compte qu'il était possible de gagner sa vie en écrivant des livres, des choses que j'adorais. Alors, c'est vraiment là que ce désir a commencé. J'ai eu la chance de découvrir en moi, j'imagine, un certain talent. Ça fait 10 ans que vous écrivez maintenant, à peu près que vous À publiez. plein temps, oui, que je publie, c'est ça. Ouais. Et vous aviez décidé dès le départ que vous alliez vivre de votre plume. Vous semblez un homme, vous me corrigerez si j'ai tort, mais déterminé. Vous aviez décidé de quitter l'île très tôt, de ne jamais revenir. Vous l'avez fait. Vous aviez décidé d'être écrivain, de vivre de votre plume. Vous l'avez fait. C'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains au Canada qui peuvent prétendre vivre de leur plume. Est-ce que tout se passe toujours comme vous l'avez imaginé, comme vous l'avez planifié? Est-ce que vous forcez le destin? Du point de vue de ma carrière, je peux dire que oui, j'ai été très chanceux. J'ai eu ce rêve-là de vivre de mon écriture à cause de mon oncle, les deux oncles, Naipaul, en effet. Ça a toujours été leur idée, que quand on fait quelque chose, l'écriture, ce n'était pas un passe-temps. Il fallait plonger dans ce monde, dans le monde imaginaire, dans le monde de l'écriture. Et pour le faire, bien sûr, on ne pouvait pas passer tout son temps à gagner son pain. Alors, moi, j'ai aussi pris cette attitude-là. Quelqu'un l'avait décrit à un moment donné comme étant une certaine arrogance. Il avait appelé l'arrogance Naipaul. Peut-être qu'il a raison, mais il me semble que chaque écrivain a besoin d'une certaine arrogance. Juste le fait qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui écrivent des livres, même des millions de gens qui veulent être écrivains. Alors, pour réussir, ce n'est pas facile. Il faut être arrogant. Il faut insister que personne ne va t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Alors, c'est ce que j'ai toujours fait et j'ai eu de la chance aussi. On a l'impression que c'est arrivé assez rapidement parce que vous avez publié un recueil de nouvelles en 85. 3 ans plus tard, premier roman, critique dithyrambique aux États-Unis. Bon, ça a été bien accueilli en Angleterre, dans tout le monde anglo-saxon. Quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit, mais il avait à peine 33 ans, il est devenu tout à coup, la notoriété est arrivée. Est-ce que c'est arrivé comme ça du jour au lendemain ou si vous avez souffert pendant longtemps pour y arriver? Non, je ne peux pas dire que j'ai souffert. Vous savez, pour moi, l'écriture, ce n'est pas une question de souffrance. J'adore écrire. J'adore m'asseoir devant mon ordinateur et jouer avec les mots, jouer avec les images, de découvrir les personnages qui vivent dans ma tête. Alors, pour moi, souffrance, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Mais j'ai été chanceux. Après le premier livre, Digging Up the Mountains, qui a été publié en 1985, j'ai eu la chance de recevoir une bourse du Conseil des arts qui m'a permis de commencer à écrire Retour à Casa Quemada. Ça a pris 3 ans. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais on vivait très bien. Et j'ai eu la chance d'acquérir un agent littéraire, qui a vendu le livre d'une façon de rêve. Disons qu'elle a réussi à vendre le livre aux États-Unis, en Angleterre, à des éditeurs qui étaient prêts à bien payer pour ce que j'avais fait.
Alors, c'est l'argent qui donne la liberté. J'aime l'argent, je l'admets. Tout le monde aime l'argent. On a besoin d'argent. Parce que l'argent, pour moi, me permet d'écrire mon prochain livre. Ça, c'est la liberté de l'argent qu'on reçoit. J'ai eu la chance, quand j'étais très jeune, juste à l'âge de 33 ans, de recevoir cette liberté-là à cause de mon argent. Alors, j'ai été chanceux. Pour vous, l'acte d'écrire, c'est pas autobiographique, c'est pas une thérapie non plus, c'est un acte de découverte. Dans quel sens est-ce que c'est un acte de découverte? C'est un acte de découverte. Vous savez, moi, ma vie est très paisible. Je passe la plupart de mon temps ici, chez moi, devant mon ordinateur. Alors, ce n'est pas très excitant. Ce qui est excitant pour moi, c'est la vie intérieure, la vie de l'imaginaire. Alors, me plonger dans l'imaginaire, ça veut dire de découvrir ce qu'il y a dans ma tête, des choses que je ne suis pas conscient, par exemple, des personnages qu'il y a, des histoires qu'ils veulent me raconter. J'ai souvent expliqué que quand je commence à écrire un roman ou une nouvelle, je ne sais pas comment ça va aboutir. Ce que je fais en écrivant, mot par mot, phrase par phrase, paragraphe après paragraphe, c'est de découvrir les personnages qui sont là, de découvrir leur personnalité, d'écouter ce qu'ils veulent me montrer, ce qu'ils veulent me dire. Alors, c'est là, c'est ce qui me pousse à écrire chaque jour. C'est l'idée de qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils vont me dire aujourd'hui. Pour moi, ça, c'est le plaisir, le vrai plaisir. Mais est-ce qu'il y a une partie qui est une partie d'observation aussi? Parce que, bon, il y a une partie qui vient de l'imaginaire, mais il y a une partie qui doit venir forcément de l'observation de la vie quotidienne. Est-ce que vous emmagasinez, est-ce que vous observez constamment les gens, les situations, vous emmagasinez des choses qui ressortent beaucoup plus tard? Non, pas vraiment. Vous savez, il est intéressant. Je pense qu'il y a une partie de moi qui fait que je suis romancier. Je le décris parfois comme un autre œil. C'est-à-dire, maintenant, je suis ici avec vous. Et vous êtes ailleurs en même temps, vous allez me dire, exactement. Oui. Il y a une partie de moi, un autre œil qui me regarde, qui vous regarde, qui regarde tout ce qui se passe autour de nous, qui prend des notes, qui, à un moment donné, vont possiblement créer une nouvelle ou vont faire partie d'un chapitre dans un roman. Ce n'est pas quelque chose que je contrôle. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours pris des notes, même si j'étais impliqué complètement dans la situation. Il y avait une autre partie du cerveau, peut-être, qui observait ce qui se passait, qui écoutait, qui prenait ses notes, qui, à un moment donné, quelques années plus tard peut-être, viendrait informer ma fiction. Le journal Le Monde a dit de vous, à un moment donné, le monde de Bissundat est aussi noir que son talent est lumineux. Le talent lumineux, je suis assez d'accord, mais est-ce que vous trouvez, vous, que le monde que vous décrivez est un monde noir? Souvent, dans ma fiction, je dirais que c'est assez, peut-être pas noir, mais gris. Ce que j'essaie de saisir dans ma fiction, c'est la réalité de tous les jours. Mes personnages n'ont pas de leçons à donner. Ce sont des gens qui ont des histoires à raconter, des situations à expliquer peut-être. Souvent, ils se trouvent pris, même perdus dans leur propre situation. Souvent, mes personnages ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Et ce qu'ils m'offrent, c'est une vision souvent, je dirais peut-être un peu grise. Mais il y a toujours de l'espoir. Mais vous savez, mon espoir n'est pas très facile. Par exemple, à la fin de Retour à Casa Quemada, juste le fait que Raj, après avoir vécu des expériences terribles à Casa Quemada, juste le fait qu'il a la possibilité de retourner au Canada, de continuer sa vie, de refaire sa vie après avoir appris toutes ces leçons dures, pour moi, c'est de l'espoir. Pour moi, c'est optimiste. De pouvoir et la possibilité de continuer. Pour moi, c'est très optimiste. Vous aviez choisi de quitter votre île, de quitter votre pays pour venir ici. Votre adaptation s'est assez bien passée, mais on voit, et ça revient constamment, et dans les nouvelles, et dans les romans, des personnages qui sont habités par l'errance, le déracinement, l'exil, qui sont tiraillés entre les valeurs du pays d'origine, les valeurs du pays d'adoption, les conflits entre les générations d'immigrants, la première, la deuxième génération. Qu'est-ce qui vous fascine autant? Parce que c'est aux antipodes de ce que vous vivez, dans le fond. C'est exactement ce qui me fascine, en effet. J'ai été très chanceux, encore une fois, personnellement. Je n'ai pas eu de problème d'adaptation au Canada anglais, au Québec, en français, dans l'Est, dans l'Ouest. Je me trouve maintenant chez moi, partout dans ce pays. Mais c'est exactement à cause de ça que ces idées d'exil, de déracinement me fascinent. Parce que dans mes cauchemars, je me rends compte que moi, j'aurais très facilement pu passer par ces étapes-là. Je connais beaucoup de gens, on les connaît tous, qui se trouvent déracinés, qui se trouvent perdus, qui ont été arrachés de leur pays et ils sont incapables de s'intégrer dans la nouvelle société. Ça me fascine.
parce que c'est tellement différent de ma propre histoire. Est-ce que vous faites beaucoup de cauchemars? Parce que ça fait 2 fois que vous me dites, il y a ce que j'écris, il y a ce que je vis dans la vie réelle tous les jours, et il y a les cauchemars. Je ne fais pas beaucoup de cauchemars comme on les entend, non, pas du tout. Mais dans mes cauchemars presque intellectuels, quand je pense par exemple qu'à l'âge de 18 ans, arrivé à Toronto tout seul, dans une ville que je ne connaissais pas du tout, j'aurais pu très facilement découvrir des gens qui m'auraient peut-être offert des drogues. Et est-ce que j'aurais accepté? J'étais jeune, j'étais pas stupide, mais c'était nouveau. Naïf. Naïf peut-être, jusqu'à un certain point. Alors, les possibilités étaient là. Et c'est ce qu'il fait un romancier. Hein. Il prend la réalité. Il se demande, ben, qu'est-ce qui se serait passé si quelqu'un avait, si... Alors, c'est de ces possibilités-là que pousse ma vision de la fiction. Je me demande toujours qu'est-ce que je serais aujourd'hui si les choses avaient été différentes, si mes expériences avaient été différentes. Et ce n'est pas tout simplement intellectuel. Ça se relie aussi aux émotions. Et c'est vraiment à ce niveau-là, au niveau des émotions, que la fiction commence à tourner. Qu'est-ce qui vous a étonné quand vous êtes arrivé ici? Parce que, bon, ça s'est fait facilement, l'adaptation, mais c'était une société quand même très différente de la société de votre enfance, de votre adolescence. Qu'est-ce qui vous a étonné surtout? Que la société fonctionnait, comme une société devrait fonctionner. Il y avait bien sûr la beauté, des différences de paysages. C'est pas toujours ça qu'on voit quand on est ici, mais ça est perdu par quelqu'un de l'extérieur. Oui, je vous donne un petit exemple. Vous savez, à Trinidad, je me rappelle que quand j'étais assez jeune, à un moment donné, il y avait un feu dans une maison à côté de chez nous. Et mon père a appelé aux pompiers. Il a donné l'adresse. 2 heures plus tard, ils arrivent. C'était un peu tard. Aujourd'hui, ici, s'il y a un petit problème, on appelle les pompiers, ils arrivent comme ça. C'est un très petit exemple, mais ça, c'est un exemple des choses, par exemple, qu'on vivait à Trinidad, comparé aux choses qu'on vit ici. Des petites choses comme ça sont très importantes. Ça nous fascine. Ça m'a fasciné au début. Vous venez de publier un livre qui a fait tout un tapage au Canada anglais surtout, qui va être traduit bientôt ici au Québec, qui s'appelle Selling Illusions, où vous faites une critique virulente du multiculturalisme canadien. Vous dites vraiment que ça n'unit pas, mais que ça sépare et que ça fait des ghettos. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça déclenche une polémique comme celle-là, de cette ampleur-là? Parce qu'on vous a traité de raciste, on vous a dit que vous crachiez sur votre patrie d'origine, votre patrie d'adoption. Ouais. On vous a traité de noix de coco aussi, d'être brun à l'extérieur, mais blanc à l'intérieur. Oui. Est-ce que vous vous attendiez à ça? J'attendais à une certaine critique, je dirais. Disons que l'ampleur nous a surpris, moi et mes éditeurs, Penguin à Toronto. Mais vous savez, la critique a été faite par beaucoup de gens qui n'ont évidemment pas lu le livre. Je me suis fait accuser de toutes sortes de choses qui ne sont pas dans mes livres. Alors ça arrive. C'est la raison que j'appelle le multiculturalisme un culte. Il y a des gens qui refusent de regarder la critique qu'on fait de la politique. Au lieu de faire ça, en toute ignorance, ils critiquent le messager, en effet, c'est ce qu'ils font. Alors, on s'attendait à ça. C'était un peu surprenant pour moi quand le secrétaire d'État pour le multiculturalisme, Mme Feinstein, m'a critiqué à un moment donné ouvertement dans un discours. Mais j'ai aussi été très soulagé par le fait que le Globe and Mail m'a défendu dans un éditorial. Alors, il y a tout un débat qui a été déclenché par le livre. Et en fin de compte, c'est la raison que j'ai écrit le livre. Moi, j'ai toujours pensé qu'on a besoin de discuter du multiculturalisme, des effets de cette politique-là sur les individus et sur la société en général. Et les gens ont toujours refusé. Maintenant, il me semble que le débat est bien parti. Mais vous savez, pour beaucoup de Canadiens qui sont choqués un peu de votre critique du multiculturalisme, ils ont l'impression que ça touche une valeur qu'on a toujours eu l'impression qu'elle faisait partie de l'identité canadienne, c'est la tolérance. Et ce que vous dites, c'est que ça divise plutôt que ça unit. Et le multiculturalisme, pour les Canadiens, c'était perçu vraiment comme l'acceptation de la différence, une espèce de tolérance. Alors, est-ce que c'est ça qui heurte le Canada anglais? Oui, surtout? vous savez que je suis très... L'idée de la tolérance, d'abord. On est très fiers de notre tolérance au Canada. Mais je suggère que c'est ce qu'on voit récemment, c'est un taux d'intolérance qui s'augmente. Le multiculturalisme n'aide pas les gens à s'accepter. Le multiculturalisme nous dit, restez dans votre groupe. Chaque groupe est différent. Regardez l'autre.
Le multiculturalisme ne nous aide pas à connaître les autres Canadiens de backgrounds différents. OK? Il nous encourage à voir les différences. Et le multiculturalisme est explicite. Les différences, ça compte. Oui, ça compte. Mais il y a aussi des similarités. Mais on se concentre seulement sur les différences. Une fois qu'on le fait, est-ce qu'on connaît les autres, les gens d'origine différente? Non. On les voit au lointain, mais on n'arrive jamais à les connaître. Et la seule façon vraiment d'accepter les gens, c'est de les connaître. J'ai toujours eu un problème avec cette idée de tolérance, parce qu'il y a une grosse différence entre la tolérance et la différence. On peut tolérer les gens, ça veut dire l'étranger à côté de moi, je ne le connais pas, mais il peut vivre sa vie. Moi, je vis ma vie. Peut-être que je lui dis bonjour, mais il est différent. On vit ensemble, je le tolère. Si je voulais l'accepter, c'est beaucoup plus dur, mais il faut le connaître. Il faut peut-être dire plus que tout simplement bonjour. Il faut peut-être à un moment donné l'inviter à prendre un coup, l'inviter à souper, parler un petit peu, de connaître l'être humain. On voit facilement les différences. Ce qu'il faut faire, c'est de découvrir les similarités. Vous avez dédié votre premier roman à votre femme, Anne Marcoux, et vous dites « à celle qui m'a appris, parmi bien d'autres choses, le sens de la perspective ». C'est quoi le sens de la perspective? Le sens de la perspective, c'est de ne pas se laisser emporter tout simplement par l'émotion, mais de considérer, puisqu'elle est avocate, chaque situation dans son contexte complet. Si, vous savez, avant de venir ici, je rejetais, par exemple, la loi 101, que je ne comprenais pas. Vous disiez même que c'était fasciste. Oui, et ça, j'utilisais pour mes classes, parce que j'étais professeur d'anglais. Et il fallait faire les gens parler dans la classe. Et quand on a des Québécois ou des gens de partout, il faut toujours trouver une façon de les piquer un petit peu. Alors, le mot fasciste, ça rendait les choses très faciles. Je faisais des discussions vives. Ah oui, dans les classes, c'était magnifique. On avait vraiment des discussions vives. Mais fasciste, c'était peut-être un peu trop poussé. C'était pour ce but-là assez spécifique. Mais je ne les comprenais pas non plus. Au niveau personnel, je le rejetais. C'est seulement après être venu ici et après beaucoup de discussions avec Anne que j'ai commencé à comprendre la nécessité de la loi 101. J'imagine que j'ai perdu une certaine vision anglaise de la langue. Vous savez, les anglophones, de partout, pas seulement au Canada anglais, aux États-Unis, en Angleterre, on a une certaine arrogance envers l'anglais. L'anglais, c'est la seule langue qui compte au monde. Mais quand on vit au sein d'une société francophone, par exemple, on apprend très vite que non, il y a d'autres langues qui sont aussi importantes et on commence à comprendre l'importance de la langue qu'on parle pour les individus et pour la société en général. Et c'est Anne, en effet, qui m'a posé la question, qui est pour moi la question fondamentale. Comme tous les Canadiens, quand on me demandait, bon, est-ce que ça te plaît que le Québec, c'est une société francophone, qu'on parle français, est-ce que ça te plaît? Mais oui! Vois-tu que ça reste français? Absolument. Alors, comme Anne m'avait demandé un jour, bon, si tu veux que le Québec continue à parler français, il faut prendre certaines mesures, n'est-ce pas? Ouais, oui. Alors, quand on prend des mesures comme la loi 101, il y a des conséquences, n'est-ce pas? Oui. Et c'est là que j'ai commencé à me poser les questions. Qu'est-ce que c'est exactement les conséquences? D'abord, OK, quand je vais acheter du milk, ce n'est pas du milk que j'achète, c'est du lait. Ce n'est pas du bread, c'est du pain. Ce n'est pas grand-chose, ça. Le fait que si je parle avec les gens dans les magasins en français, pas grand-chose non plus. Notre fille, elle va aller à l'école en français. Oui, mais même si elle avait le droit d'aller à l'école en anglais, on aurait choisi le français, ça ne change pas grand-chose. Alors, j'ai décidé, à cause de cette question-là, c'est la perspective que Anne m'avait donnée. J'ai appris à questionner tous les données que j'avais reçues à l'extérieur du Québec. Et en fin de compte, je comprends et je défends maintenant, avec une certaine émotion même, la loi 101, quand je parle avec des gens de l'extérieur. Je pense que toute votre vie, c'est vraiment la quête d'une liberté individuelle, que ce soit dans la vie personnelle ou dans ce que vous écrivez. J'ai envie de vous demander en terminant, ce que c'est la liberté pour vous? Vous définissez ça comment? Parce que ça motive tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes. Comment est-ce que je définis la liberté?
je définis la liberté avec le mot « le choix ». Quand on a le choix, c'est la seule liberté nécessaire aux êtres humains. On perd toute la liberté quand on n'a pas de choix. Alors, il me semble que le devoir d'une société, c'est d'établir une certaine frontière, établir certaines règles, mais en laissant toute la liberté de choix aux individus, aux membres de la société. Et c'est à nous de décider quelles sont les règles qu'on accepte, quelles sont les règles qui suppriment nos choix. Des fois, on accepte la nécessité de supprimer certains choix. Alors, c'est toujours une question de balance, si vous voulez. Alors, c'est là, pour moi, la définition de liberté. Ce n'est pas facile, c'est pas pur, mais la vie humaine n'est pas facile, n'est pas pure non plus. Je vous remercie. On vous remercie. En tout cas, c'est tout un défi, hein? Oui. Oui. Mais ça, c'est l'aventure. Hein?